Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au lendemain du coup d'État au Gabon, le comité pour la transition et la restauration des institutions dévoile ses premières mesures fortes. Son président, Brice Oligui Nguema, a notamment annoncé des directives pour le règlement de la dette intérieure. Une annonce faite à l'issue d'une rencontre avec la Fédération des entreprises du Gabon. Les tensions montent d'un cran entre le Niger et la France. La junte indique avoir instruit les services de police en vue de procéder à l'expulsion de l'ambassadeur français Sylvain Ité. Une expulsion notifiée le 29 août au ministère français des Affaires étrangères. Et puis la hausse du taux de bancarisation au Cameroun, une hausse de 5,3% a été constatée entre 2018 et 2022. Les détails à suivre dans ce journal. À peine nommé président de la transition, Brice Oligui Nguema se met déjà au travail au Gabon. Le nouvel homme fort a notamment rencontré le patronat ce 31 août au palais présidentiel. Une rencontre à l'issue de laquelle il a annoncé ses premières mesures économiques. Le président du CTRI a aussi répondu aux interrogations des leaders religieux liés au contour de cette transition. Joël Balou. Brice Clotaire Oligui Nguema, président du comité pour la transition et la restauration des institutions, est le nouvel homme fort du Gabon. Le 31 août 2023, face à des représentants du patronat visiblement conquis par ses déclarations, il a délivré un message axé sur 4 points, notamment le règlement de la dette intérieure du Gabon à travers la mise en place du club de Libreville. La restauration de la journée comptable du Trésor pour mettre fin aux petites combines entre copains et coquins. L'appel systématique au système bancaire lorsqu'il s'agira de financer nos projets. Et enfin 4, la mise sous gestion du secteur privé des 2 caisses que sont la CNSS et la CNAMGS, afin de mettre un terme à la souffrance de nos compatriotes. À côté du patronat gabonais, plus d'une dizaine de leaders religieux se sont présentés au président du CTRI. Si le putsch est perçu comme un changement dans la politique gabonaise, pour la communauté religieuse, des questions fondamentales demeurent pour garantir la paix au Gabon. Il était question pour nous de poser la question en termes de délai. Vous voulez une transition de combien de temps? Première question. Deuxième question, la restauration des institutions prendront combien de temps? Est-ce qu'il y aura un gouvernement de transition? Parce qu'il y a quand même des ministères. Est-ce qu'il y aura un Premier ministre? Est-ce qu'il y aura un gouvernement? Etc. C'est toutes les questions sur lesquelles nous avons discuté. Selon la presse gabonaise, en attendant l'investiture le 4 septembre du général Oligui Nguema, le président du CTRI devrait recevoir en audience le 1er septembre le corps diplomatique et les représentants de la société civile. Ces rencontres entrent dans la série de prises de contact lancée par le nouvel homme fort du Gabon le 31 août 2023. Et sachez qu'à la suite de ce coup d'État, le Gabon a été suspendu des instances de l'Union africaine avec effet immédiat. Une directive annoncée ce 31 août par le Conseil de paix et de sécurité de l'UA qui a par ailleurs fermement condamné la prise de pouvoir des militaires. Les relations diplomatiques se crispent davantage entre le Niger et la France. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a ordonné l'expulsion de l'ambassadeur français Sylvain Ité. La junte durcit ainsi le ton après avoir ordonné la semaine dernière le départ du diplomate. Le 25 août dernier, le CNSP lui avait en effet donné un délai de 48 heures pour quitter le pays. Joël Balou. Ces sanctions sont illégales. À la suite du coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger, la junte militaire au pouvoir avait laissé 48 heures à l'ambassadeur de France, Sylvain Ité, pour quitter le pays. Le 28 août, le président français Emmanuel Macron s'est opposé à son départ, malgré les pressions des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Face à la réaction française sur la situation au Niger, le régime militaire soutenu par la société civile a ordonné jeudi 31 août l'expulsion de l'ambassadeur français dans un courrier adressé à son gouvernement. Monsieur Sylvain Ité est un citoyen français en situation irrégulière sur le sol du Niger. Il peut rester le temps qu'il voudra dans l'enceinte de l'ambassade parce que c'est un citoyen français et l'ambassade est une portion du territoire français. Mais lorsqu'il sortira dehors,
c'est comme si vous voyez un immigré en situation irrégulière, vous informez les autorités policières chargées de la répression de l'immigration, on va le prendre et le conduire hors du territoire du Niger. Dans un communiqué en date du 3 août, les putschistes dénoncent les accords de sécurité et de défense avec la France. La France, qui dispose de 1500 militaires stationnés sur le territoire nigérien, serait, selon le dit communiqué, contraint à rapatrier ses troupes. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie décide de dénoncer les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec cet État. Notamment l'accord du 19 février 1977 sur la coopération militaire technique, conformément à son article 12 et au préavis de 3 mois. 2. L'accord du 25 mai 2013 relatif au régime juridique de l'intervention des militaires français au Niger pour la sécurité au Sahel, conformément à son point 7 et au préavis d'1 mois. En soutien à la junte militaire, les acteurs de la société civile nigérienne, regroupés au sein du Front patriotique pour la souveraineté du Niger, entendent organiser le 2 septembre 2023 une vaste campagne de mobilisation des citoyens pour exiger le départ des forces françaises. À noter que plusieurs médias ont rapporté qu'une transition de 9 mois au Niger était envisagée par le chef de l'État nigérian, Bola Tinubu, également président en exercice de la CEDEAO. Une information démentie ce jeudi par l'organisation sous-régionale. Dans l'actualité également, plus que quelques heures avant le début des élections locales en Côte d'Ivoire, ce samedi 2 septembre, les électeurs sont appelés aux urnes pour renouveler leurs conseillers municipaux et régionaux. Pendant une semaine, le pays a donc vibré au rythme de la campagne électorale qui s'est achevée ce jeudi. Plus de 30 000 candidats sont en lice pour les municipales. Concernant les régionales, le nombre de candidats est supérieur à 5 000. Un scrutin aux enjeux importants pour le parti au pouvoir. À 2 ans de la présidentielle, le RHDP, qui est d'ailleurs considéré comme favori de ces élections, il devra notamment s'imposer face aux principaux partis d'opposition, le PDCI-RDA de l'ancien président défunt Henri Konan Bédié et le PPACI de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo. L'actualité, c'est aussi la colère de l'opposition qui ne faiblit pas au Zimbabwe après la publication des résultats de la présidentielle. La coalition des citoyens pour le changement a appelé ses partisans à manifester ce 1er septembre. Une mobilisation en vue de protester contre la réélection du président sortant Emmerson Mnangagwa. D'après les chiffres donnés par la commission électorale, le chef de l'État est arrivé en tête avec 52,6%. Nelson Chamisa, le leader de la CCC, a quant à lui obtenu 44% des voix. Des résultats fermement contestés par son parti, qui a dénoncé un processus électoral chaotique et nul. Des irrégularités avaient aussi été constatées par des observateurs internationaux. Face à ce constat, la CCC a réclamé l'organisation d'un nouveau scrutin. 5 milliards de dollars, c'est la somme que l'Égypte entend mobiliser avec l'introduction en bourse de 5 sociétés d'État entre début octobre 2023 et fin juin 2024. Rappelons que le gouvernement ambitionne de donner plus de poids au secteur privé depuis l'adoption en 2022 d'un document stratégique sur l'actionnariat des entreprises. Les explications d'Amen Edji. L'Égypte veut mobiliser 5 milliards de dollars en faisant introduire 5 sociétés d'État sur le marché boursier entre début octobre 2023 et fin juin 2024. Un rapport publié mardi 29 août par le Centre gouvernemental d'information et d'aide à la décision indique que des participations seront offertes sur l'Egyptian Exchange dans plusieurs sociétés. Lorsque ces sociétés sont placées en bourse, dont le gouvernement égyptien attend y recevoir de l'argent qui va permettre de faire face aux engagements à court et à long terme en termes de dette. Mais aussi, pour ne pas continuer à dépenser sur les sociétés, l'État a en même temps décidé de privatiser plusieurs entreprises publiques. Alors, cette privatisation tout azimut va non seulement alléger le poids de l'État, mais augmenter la puissance du secteur privé dans la gestion des biens publics, mais augmenter le poids du secteur privé dans le produit intérieur brut.
Février 2023, le pays avait annoncé la cession de participation de l'État dans 32 sociétés en vue de relancer des ressources budgétaires et de relancer une économie mise à mal par une succession de chocs externes. À cet effet, pour les exercices 2023-2024, les besoins de financement extérieur devraient atteindre respectivement 19 milliards de dollars et 22,5 milliards de dollars selon l'agence de notation Fitch Ratings. Cette privatisation presque immédiate et généralisée va permettre à l'Égypte de faire face aussi à ses engagements sociaux, à ses engagements en matière de protection de l'environnement, ce qui ne peut pas être fait en même temps que ça coûte cher à ce pays d'entretenir des entreprises assez lourdes dans des domaines très compétitifs comme les télécommunications, l'électricité et bien d'autres. Le gouvernement égyptien avait déjà adopté fin décembre 2022 un document stratégique sur l'actionnariat des entreprises qui prévoit un important désengagement de l'État des secteurs non stratégiques au profit des investisseurs privés locaux et étrangers. L'objectif est de porter la contribution du secteur privé à l'économie à 65% en 2025 contre 30% en 2021. Dans le reste de l'actualité, la Russie tient sa promesse à l'égard de l'Afrique. Le pays aurait entamé la livraison de céréales à destination de 6 États. Une information donnée par le ministre russe des Affaires étrangères qui a indiqué que l'étape pratique avait débuté. Sur cette liste figurent le Burkina Faso, la Centrafrique, l'Érythrée, le Mali, la Somalie et le Zimbabwe. Chaque État devrait recevoir dans les mois à venir 50 000 tonnes de céréales. Cet approvisionnement avait été annoncé par le président russe Vladimir Poutine lors du second sommet Russie-Afrique organisé à Saint-Pétersbourg en juillet dernier. Le dirigeant s'était engagé à ce que ces livraisons soient gratuites. Les perspectives sont encourageantes pour le secteur bancaire camerounais. Selon l'Association des professionnels des établissements de crédit du Cameroun, le taux de bancarisation a augmenté de 5,3% entre 2018 et 2022. Dans les détails, il a atteint l'année dernière 33,1% contre 27,8% en 2018. Sur la même période, une hausse des crédits a aussi été constatée. Catherine Gonbey. Au cours des 5 dernières années, selon l'Association des professionnels des établissements de crédit du Cameroun, APICAM, le taux de bancarisation a connu une hausse de 5,3%, passant de 27,8% en 2018 à 33,1% en 2022. Sur la même période, la plateforme d'analyse financière Dataportal indique que les montants des crédits accordés à l'économie ont globalement augmenté pour se situer à 4 746 milliards de francs CFA en 2022 contre 3 199 milliards de francs CFA il y a 5 ans. Il y a 10 ans, le taux de bancarisation du Cameroun frôlait à peine les 10%. Il y a 5 ans, on était déjà à 25-26%. Aujourd'hui, nous frôlons les 30, les 35%. Ça veut dire que les choses évoluent. Selon des données récentes du marché bancaire communiquées par le Comité national économique et financier du Cameroun, CNEF, cet indicateur ne cesse de croître. Au 31 mai 2023, le volume des crédits mis en place par les banques en faveur des agents économiques est ressorti à 4 925 milliards de francs CFA. Nous avons les banques, nous avons les microfinances qui ouvrent tous les jours des agences pour être beaucoup plus proches des populations. Et au-delà de tout ça, nous avons aujourd'hui le mobile banking, qui est fait par des banques et par des opérateurs de téléphonie, qui permettent aussi à ces outils-là, qui permettent à ces populations d'être bancarisées, entre guillemets, parce qu'utiliser des produits financiers, des produits bancaires. Nous pensons que les chiffres s'améliorent en Afrique. Vu sous l'angle de la pénétration des services bancaires, la bancarisation désigne le niveau de l'importance de la population disposant d'au moins un. Au Cameroun, le gouvernement s'est doté d'un document de stratégie de la finance inclusive dont l'un des objectifs est de permettre aux divers prestataires de services financiers d'élargir la gamme de services financiers offerts aux populations à faible revenu. À l'heure où la problématique du réchauffement climatique est au centre des préoccupations, le Sénégal mise sur le reboisement pour lutter contre ce phénomène. Dans cette optique, plus d'1 million de plants ont été produits en pépinière par le service départemental des eaux et forêts de Nioro-du-Rip. Le service travaille par ailleurs avec l'ONG Trees for the Future qui œuvre pour assurer la résilience des forêts face au changement climatique. Nana Kamsukom.
Les effets de changement climatique, tels que la désertification croissante et la diminution des précipitations annuelles, ont eu des répercussions sociales et environnementales sur les communautés rurales du Sénégal. Raison pour laquelle, en 1998, l'État du Sénégal a mis en place la pépinière de Nioro, l'une des plus grandes des 71 unités de production du service régional des eaux et des forêts de Kaolack. D'une superficie de 3 hectares, et dotée de tous les dispositifs de planche de système d'adduction d'eau, la pépinière de Nioro est à mesure de produire jusqu'à 500 000 plants. Sur l'ensemble des 71 pépinières du département, la production s'élève cette année à 1 469 000 plants, soit 41 espèces. Pratiquement, si on voit la production, comme elle est diversifiée, donc c'est pratiquement les besoins qui sont pris en compte, les besoins des populations, en termes de régénération, en termes de restauration, mais aussi en termes de plantes médicinales. Le secteur des eaux et forêts du département de Nioro du RIP travaille en partenariat avec plusieurs projets parmi lesquels Trees for the Future et Sami B dans le but d'assurer la production des plants et de la protection de l'environnement. Les résultats jusqu'ici observés sont très positifs et ce grâce à l'appui de près de 300 jeunes recrues à l'issue du programme REAMU, un programme d'urgence pour l'insertion socio-économique et l'emploi pour des jeunes lancé en avril 2021 par le président Macky Sall. Le programme a commencé. Nous avons suffisamment de personnel avec nous et qui travaillent pratiquement toute l'année. Donc dans toutes les phases des différentes campagnes que nous menons, nous le faisons avec ces jeunes-là. Donc c'est un programme vraiment qui est alloué, mais également qui a en tout cas un impact très significatif dans la mise en œuvre des missions du service forestier. Parmi les espèces d'arbres retrouvées dans les différentes pépinières, les plants d'arbres à usage médicinal sont très présents. Selon le secteur des eaux et forêts, il est important de prendre en considération les besoins des populations sénégalaises en la matière, en plus du simple objectif de rebouissement. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.